Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'entamer le plan prophylactique de l'hypocalcémie chez la vache laitière. Si vous vous souvenez que l'hypocalcémie était due à des problèmes de déficience des processus d'adaptation à la forte demande calcique en début de lactation. Et on avait dit que c'était à cause de la lactation qui demandait beaucoup de transfert de calcium au niveau de la mamelle, suite au dérèglement hormonal qui se déroulait pendant la phase de tarissement, la phase donc juste avant le veulage, l'animal ou la vache tombait dans un processus d'hypocalcémie. Donc le plan prophylactique, la prévention, va jouer essentiellement sur ce processus d'adaptation. Et donc, il faut essayer de déclencher, donc provoquer un déclenchement précoce et efficace de ces processus d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut essayer de stimuler la présence de PTH avant le veulage. En stimulant la présence de PTH, qu'est-ce qu'on prévient? On prévient son absence lors du veulage. Et donc, si la PTH travaille juste avant le veulage, elle sera opérationnelle au moment du veulage et au moment du début de la lactation. Donc, toute la prévention va se focaliser au niveau de ce paramètre. D'accord? Au niveau de ce paramètre. Est-ce que la prévention va toucher tout le cheptel? Ce n'est pas possible, ce n'est pas économique. Donc, on essaye de cibler les vaches ou les animaux sur lesquels il faut agir par la prévention. Ce sont les animaux surtout qui ont fait déjà des hypocalcémies, donc ayant des antécédents d'hypocalcémie purpurale, parce qu'on avait dit que une vache qui faisait une hypocalcémie, elle avait de fortes chances de refaire des hypocalcémies à chaque lactation. Deuxième catégorie susceptible d'avoir ce type de prévention, ce sont les animaux à leur troisième veulage ou plus. Ça veut dire ce sont les animaux en pic de lactation ou bien les animaux âgés. Alors comment peut se faire cette prévention? Elle peut se faire sur deux niveaux. Donc soit le niveau hormonal, soit le niveau alimentaire. Voilà. Donc commençons par la prévention hormonale. Comment se fait ou comment se fera la prévention hormonale? Alors, la prévention hormonale va automatiquement faire appel à la vitamine D. Et on a vu que la vitamine D jouait un rôle très très important, essentiellement en association avec la parathormone pour l'absorption du calcium au niveau intestinal. Et c'est le paramètre le plus important sur lequel on peut agir. Donc, la vitamine D sera administrée 8 à 2 jours avant le veulage. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps à cette vitamine D de s'hydrolyser et de s'activer au niveau de l'organisme. L'administration se fait en intramusculaire, en injection unique de 10 millions d'unités internationales. Donc, soit une injection unique de 10 millions d'unités internationales. Attention, attention, attention. Les administrations intramusculaires répétées peuvent provoquer des problèmes de calcification de certains organes, notamment les reins et l'aorte. Donc, il faut faire très attention concernant l'injection répétée de vitamine D. Donc, l'administration intramusculaire, elle se fait en injection unique de 10 millions d'unités internationales. Le seul problème dans cette méthode, c'est que la date du veulage est fluctuante, c'est-à-dire variable. On ne peut pas savoir exactement 8 à 2 jours avant le veulage, approximativement. Mais des fois, on peut se tromper. Et donc, si on se trompe, on injecte soit une injection précoce, donc supérieure à 8 jours, soit inférieure à 2 jours. Et dans les deux cas, la vitamine D n'aura pas, dans le premier cas, elle aura le temps de s'hydrolyser et de s'activer, mais elle ne fera pas son travail vu que le jour du veulage a dépassé les 8 jours, donc 10 jours, 20 jours, 15 jours. Donc son effet pharmacodynamique, il va être après l'élimination et la vitamine D ne fera rien de particulier. Soit qu'on l'injecte après 2 jours, donc trop près du veulage, et dans ce cas, elle n'aura pas le temps de s'activer
Et c'est le seul et unique problème qui se pose pour les injections intramusculaires de vitamine D, l'injection unique. On peut avoir aussi recours à l'administration de 20 à 30 millions d'unités internationales par jour per os. Mais cette méthode per os, elle est moins efficace que l'intramusculaire. Moins efficace. Donc, la plus intéressante, ça serait d'administrer en injection unique 10 millions d'unités internationales, mais toujours en ayant à l'esprit que la date de velage est fluctuante. Donc, cette méthode d'administration de vitamine D à 2 jours avant le velage peut réduire l'incidence de la fièvre de lait de 80% quand même. Hein. Ça, c'est une réduction très très intéressante. Et les meilleurs résultats sont observés sur des vaches ayant des antécédents de fièvre vétulaire. Et on avait dit que ces vaches pouvaient, à chaque lactation, à chaque velage, faire des problèmes d'hypocalcémie. Donc on a vu que l'injection de vitamine D 8 à 2 jours avant le velage était très bénéfique, surtout chez les vaches ayant des antécédents de fièvre vétulaire. Donc mentionnez-le, l'injection de vitamine D ou la prise orale de 20 à 30 millions d'unités internationales par jour per os, je dirais moi que c'est l'administration en intramusculaire qui est plus intéressante. Et elle faisait réduire l'incidence de la fièvre du lait, surtout chez les vaches ayant des antécédents de la fièvre vétulaire. Mais il faut faire très attention. L'administration de vitamine D3 ou de ses dérivés n'est efficace que si le régime alimentaire est suffisamment riche en magnésium. Parce qu'on va voir que le magnésium va jouer un rôle très très important dans l'activation de la vitamine D et dans l'activation des récepteurs rénaux et intestinaux de la PTH. Donc, faites attention à l'hypomagnésémie parce qu'une hypomagnésémie peut entraîner des problèmes d'hypocalcémie. Donc, ainsi, tout clinicien proposant ces mesures à un éleveur devra vérifier la teneur en magnésium de la ration. Donc, ayez toujours à l'esprit de demander la teneur en magnésium de la ration avant de faire l'administration de vitamine D3. Donc, c'est très très important. Ça, c'était la prévention hormonale. Ça veut dire activer, en administrant de la vitamine D, activer par la suite l'absorption et la PTH, le travail de la PTH. On peut aussi agir par la prévention alimentaire. Alors, la prévention alimentaire passe par deux choses essentielles. Elle passe par la maîtrise de l'alimentation en calcium, phosphore et magnésium. Elle passe par la maîtrise de l'alimentation en calcium, phosphore et magnésium. Et elle passe aussi par, qu'on appellera par la suite, la manipulation du bilan alimentaire cation-anion, le BACA. Le BACA. Alors, quelle est la période où ces deux mesures préventives vont être mises en marche? C'est autour ou pendant la période sèche. La période sèche, ça veut dire la période du tarissement. Donc, la gestion de l'alimentation au moment du tarissement en ce qui concerne le calcium, le phosphore et le magnésium et le bilan alimentaire et cation-anion, le BACA, va favoriser une prévention alimentaire de l'hypocalcémie. Donc, la maîtrise de l'alimentation calcium pendant la période sèche, la manipulation du bilan alimentaire cation-anion BACA pendant la période sèche vont agir sur la prévention alimentaire de l'hypocalcémie ou de la fièvre vétulaire. Alors, comment se fait la maîtrise de l'alimentation calcium, phosphore et magnésium? On commence par les apports calciques. Alors là, il faut faire très attention. Il faut restreindre la quantité de calcium pendant la période sèche. Et vous savez pourquoi? Parce que si on donne un excès de calcium pendant la période sèche, qu'est-ce qu'on favorise? On favorise le travail de la calcitonin. Et la PTH ne sera pas fonctionnelle qu'après 48 à 72 heures après le velage. Et on l'avait expliqué lors de la pathogénie de l'hypocalcémie. Donc, première mesure, lors de l'apport calcique, il faut restreindre la quantité de calcium pendant la période sèche. Les 3 semaines à 15 jours avant le velage. D'accord? La quantité ou le dosage, il sera de 40 à 50 grammes de calcium unique. Donc, réduire la quantité de calcium au minimum, qui est de 40 à 50 grammes de calcium. Voilà. Donc, première des choses. Deuxième, c'est les apports en phosphore et en magnésium doivent également être contrôlés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une hyperphosphatémie va dévier l'activation de la vitamine
du 1,25 dihydroxycholécalciférol en une forme inactive appelée 24,25 dihydroxycholécalciférol. C'est-à-dire, si on a beaucoup de phosphore au niveau de la ration, l'activation ne se fait pas dans le sens 1,25 dihydroxycholécalciférol, qui est la forme active. Elle se fait en présence de beaucoup de phosphore en 24,25 dihydroxycholécalciférol, qui est une forme inactive. Et donc la forme inactive de vitamine D, en absence de vitamine D, vous savez que toute la panoplie va en découler. Donc automatiquement, il n'y a pas d'activation d'absorption de calcium au niveau intestinal, il n'y a pas de travail de la PTH et des problèmes d'hypocalcémie. Donc première des choses, c'est restreindre la quantité de calcium pendant la période sèche, surtout les 3 semaines, 15 jours avant le velage, pour ne pas entraîner des problèmes de réduction dans le travail de la PTH. Les apports en phosphore et en magnésium doivent être également contrôlés. Pourquoi? Parce que l'hyperphosphorémie entraîne une déviation de l'activation du 1,25 dihydroxycholécalciférol, qui est la forme D, la forme active, en un composé inactif appelé 24,25 dihydroxycholécalciférol. Ça, c'est pour l'hyperphosphorémie. L'hypomagnésémie maintenant, s'il y a une hypomagnésémie au niveau de la ration lors d'une période sèche, cette hypomagnésémie va entraîner automatiquement une réponse à la PTH qui va être diminuée. Pourquoi? Parce que le magnésium joue un rôle très important dans l'activation et la conformation des récepteurs à la PTH. Donc les récepteurs rénaux et les récepteurs intestinaux. Les récepteurs intestinaux. D'accord? Je vous ai mis là. Le magnésium est essentiel à l'interaction entre la PTH et ses récepteurs sur les os et le rein. Donc le magnésium est très très important pour l'activation de la PTH au niveau de ces récepteurs. 2 méthodes ont récemment été étudiées afin de diminuer l'absorption du calcium par l'animal. Donc ça, c'est toujours dans la réduction du calcium. Donc on a vu que même des fois avec 40-50 grammes de calcium, on tombait dans le problème inverse. Ça veut dire que c'était très difficile de juger de la calcémie nécessaire pendant la période de tarisme. D'accord? Donc c'était le taux de calcium à incorporer au niveau de l'alimentation, il était variable. Et donc cette variation, elle nous empêche un petit peu de calculer exactement les besoins de la vache pendant la période de tarissement en calcium. Donc on a pensé que peut-être en diminuant l'absorption du calcium par l'animal pendant la période de tarissement, était un moyen un petit peu pour essayer de limiter la présence de calcium au niveau sanguin pendant la période de tarisme. Donc on a proposé certaines substances qui étaient capables d'empêcher l'absorption du calcium intestinal essentiellement. Premier composé, c'était le zéolite. Alors le zéolite, c'est quoi? C'est un concentré composé de mélasse, de minéraux et de particules de silicate. Alors ce zéolite, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait former des complexes insolubles avec le calcium et l'éliminer par les fésses. Ça veut dire que même s'il y avait un excès de calcium pendant le tarissement, ce zéolite provoquait une élimination de ce calcium par la formation de complexes insolubles avec le calcium et l'éliminer par les fésses. Cela va provoquer quoi au niveau de l'organisme? L'organisme, il aura tendance à une hypocalcémie pendant le tarissement, ce qui va faire travailler la PTH. Donc, ce sont des méthodes qui ont été utilisées. Donc, l'incorporation de ce zéolite, c'est un concentré composé de mélasse, de minéraux et de particules de silicate. Il formait des complexes insolubles et donc empêchait le calcium d'être absorbé et éliminé par les fésses, ce qui va provoquer une légère hypocalcémie avant le velage. Hypocalcémie avant le velage. Cette hypocalcémie va automatiquement faire stimuler la PTH et on aura une PTH qui va être fonctionnelle avant le velage. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'était l'administration d'huile végétale, telle que l'huile d'arachide ou encore l'huile de soja. Alors ces huiles, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire? C'est forme
un savon insoluble, rendant l'absorption du calcium impossible. Et donc ces deux méthodes entraînaient automatiquement une non-absorption du calcium. N'oubliez pas qu'on est pendant la période de tarissement où on a besoin de faire diminuer notre calcium pour faire travailler la PTH et avoir une PTH fonctionnelle pendant le veulage. D'accord? Donc ce zéolite et ces huiles végétales empêchaient l'absorption du calcium, la disponibilité du calcium au niveau sanguin et donc faisaient travailler la PTH avant le veulage. Le problème, c'est qu'avec le zéolite et l'huile végétale, si la quantité de calcium dans la ration est trop importante, cette méthode ne marche pas. Parce que le degré de saturation, il va être dépassé, d'accord, pour l'huile végétale et pour le zéolite. Il a une quantité de calcium à chélater. Il chélate une certaine quantité de calcium. Il fixe une certaine quantité de calcium, mais à un certain moment, s'il arrive à saturation, il ne peut plus exercer cette chélation. Donc, l'effet chélateur, l'effet fixateur du calcium que le zéolite et les huiles végétales. Donc, toujours, si la quantité de calcium dans la ration est trop importante, cette méthode ne peut pas marcher parce que les deux méthodes arrivent à saturation. Ce sont des méthodes à l'état expérimental. Hein. Donc, on n'a pas encore vu les résultats exacts de l'incorporation de zéolite et d'huile végétale comme réducteur de l'absorption du calcium pendant la période de tarissement. Reste la meilleure méthode actuellement à ce jour, hein, la meilleure méthode, et je la conseille toujours aux éleveurs, la meilleure méthode à ce jour est d'éviter de distribuer dans la ration des aliments riches en calcium lors de la période sèche. Voilà, d'accord? Donc tout ce qui est riche en calcium, il faut l'éviter. Et il faut donner quand même une quantité de calcium nécessaire pour l'ossification et pour le fœtus et les besoins d'entretien de la vache. Quels sont ces aliments qui sont riches en calcium et qu'il faut éviter lors de la période sèche? Ça se fait de nos jours, donc c'est quelque chose qui est efficace et qui est donc qui a fait ses preuves. Donc, parmi les aliments riches en calcium, nous avons les légumineuses, telles que la trèfle, la luzerne, le pois, févrole, etc. Donc, toutes les légumineuses sont riches en calcium. Il faut les éviter pendant la période de tarissement. Ainsi que les crucifères tels que le colza. Il faut les éviter pendant la période sèche. Il faut éviter aussi les pulpes de betterave. Pourquoi? Parce que ils ont une teneur augmentée en calcium. Chose qu'il ne faut pas pendant la période sèche, pendant le tarissement. Donc pendant le tarissement, conseillez à vos éleveurs d'éviter tout ce qui est riche en calcium, tels que les légumineuses, trèfle, luzerne, pois, févrole et les crucifères tels que les colza. Autre chose qui se fait donc toujours dans la prévention alimentaire, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième, c'est d'éviter que les vaches taries soient au moment du tarissement avec des vaches en lactation et qui sont nourries avec la même nourriture. Donc il faut faire très attention. Il faut que les vaches taries doivent être séparées des vaches en lactation. Ça c'est très important. Il faut jamais dans la même étable des vaches en lactation qui ont une ration de vaches laitières de lactation avec des vaches taries qui sont normalement doivent recevoir une ration moins énergétique, moins protéique, moins riche en minéraux. Il faut faire très attention. Donc les vaches taries doivent être séparées des vaches en lactation. Autre chose, le complément minéralo-vitaminé, le CMV, des vaches en lactation, ne jamais donné aux taries. Pourquoi? Parce que le CMV des vaches en lactation est trop riche en calcium suite à leur production laitière. Donc ne vous amusez jamais à donner du complément minéralo-vitaminé des vaches en lactation aux vaches taries. Jamais. Donc 3, 5. Autre méthode qui a été suggérée aussi pour prévenir l'hypocalcémie, c'est l'administration massive et précoce 2 à 3 jours avant le veulage de quoi? De calcium. Là, elle repose sur quoi? On est en hypocalcémie, on va tomber dans l'hypocalcémie,
2 à 3 jours avant le velage, il faut essayer de donner le maximum de calcium. Il faut donner au maximum de calcium. Donc, soit sous forme de chlorure de calcium, soit sous forme de formionate de calcium, soit sous forme de propionate de calcium. Alors, chlorure de calcium a un effet acidifiant, il est bénéfique, mais caustique. Il irrite la paroi gastro-intestinale. D'accord? La paroi gastro-intestinale. Le formionate de calcium, il est bien. Le propionate de calcium, puisqu'il contient du propionate, encore, il peut faire sujet aux préventions de l'acétose. Parce que le propionate va donner de l'acide propionique qui est un glucoformateur très intéressant pour la prévention de la cétose. Alors, comment se fait la supplémentation? Elle se fait en 3 fois. Donc, on donne 100 à 150 mg de calcium 24 heures avant le velage. On redonne 100 à 150 mg 1 à 2 heures avant le velage. Et 100 à 150 mg 10 à 14 heures après le velage. Vous voyez, donc, on essaie de cerner l'hypocalcémie juste au moment du velage. Mais cette méthode, croyez-moi, elle est irréalisable sur le terrain et elle est très coûteuse. Les prix des solutions, des gels de base de calcium administrés par voie orale rendent cette solution peu utilisable. Donc, Hadouma, les gels à base de calcium et les solutions à base de calcium, ils sont très très chers. Et donc, ça limite Hadi d'une part. Et d'autre part, on avait dit que le velage était fluctuant. Alors, il suffit qu'on tombe dans un velage, dans une administration trop précoce pour retomber dans les problèmes d'hypocalcémie. Cette méthode, je la préfère pas. Pourquoi? Parce que déjà, sur le plan pratique, elle ne peut pas se faire. 24 heures, 1 à 2 heures avant le velage, 14 heures après le velage. C'est une gestion un petit peu hasardeuse, hein. C'est une gestion un petit peu réalisable. En plus que les solutions ou gels à base de calcium administrés par voie orale rendent cette solution peu utilisable. Donc, c'est une méthode qui ne peut pas être utilisée ou qui doit être un petit peu améliorée pour être réalisée sur le terrain. Ça, c'était le problème d'apport de calcium, de phosphore et de magnésium. Passons maintenant à une méthode de prévention la plus intéressante en ce qui concerne la prévention de l'hypocalcémie ou de la fièvre vétulaire. C'est la manipulation du bilan alimentaire cation-anion ou le BACA. Ça veut dire qu'on va jouer sur la différence entre les cations et les anions de l'alimentation et non pas de l'organisme et non pas de l'animal. C'est-à-dire c'est le BACA alimentaire. C'est le BACA alimentaire. Alors le BACA alimentaire c'est quoi? C'est le sodium plus le potassium moins le chlore plus le soufre. D'accord? Donc c'est les cations moins les anions. Toujours Rana fait l'alimentation, ça veut dire c'est la composition de l'alimentation. Il faut savoir que tous les anions sont acidifiants, sauf le HPO4-. Les cations sont alcalinisants, sauf le NH4+. Alimentaire, l'alimentation. On n'est pas au niveau du sang. Alors, au tarissement, un BACA négatif de l'ordre de moins 100 à moins 50 milli-équivalents par kilogramme. Alors, comment obtenir ce BACA? Est-ce que en augmentant les cations ou en augmentant les anions? Bien sûr, c'est en augmentant les anions. Si les anions sont supérieurs aux cations, la soustraction sera négative. Et donc, en augmentant les anions, c'est pour cette raison qu'on va parler de régime anionique. En augmentant les anions, 1, 2, c'est les cations. D'accord? En augmentant les anions, on va avoir un BK négatif. Et c'est ce qu'on recherche au moment du tarissement. On recherche toujours un BK négatif, moins 100, moins 150 milléquivalents par kilogramme de matière sèche. Alors, ce BK négatif, il va nous entraîner une acidose métabolique légère. L'acidose métabolique, elle est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle augmente la libération du calcium osseux et elle va favoriser
une meilleure réponse osseuse aux sollicitations hormonales. Vous vous souvenez que lorsqu'on a parlé un petit peu des facteurs qui pouvaient aggraver ou qui pouvaient entraîner une hypocalcémie, on avait parlé d'alcalose métabolique, qui était très fréquente chez les bovins suite au régime cationique et la richesse en potassium essentiellement de leur alimentation. Dans le cas du tarissement, ce régime cationique, il doit être remplacé par un régime anionique. Ça veut dire qu'on doit soit augmenter les chlorures, soit augmenter les sulfates. Les sulfates étant des composés non appétants, on préfère toujours les chlorures. Mais les chlorures, ils doivent être associés à un cation qui ne rentre pas dans le bilan anionique. Le bilan anion-cation de l'alimentation. Ça veut dire que le chlorure, il doit être associé soit de l'ammonium, soit du calcium, soit du magnésium. Donc, jamais du chlorure de sodium, chlorure de potassium, d'accord? Donc, il ne doit pas rentrer et augmenter cette fraction de cation, d'accord? Donc, on va voir par la suite qu'il y a beaucoup de composés à base de chlorure et qui sont bénéfiques en entraînant un BACA négatif, un BACA de moins 100 à moins 150, favorisant une acidose métabolique légère et une fuite calcique au niveau urinaire. Cette fuite calcique et cette acidose métabolique vont entraîner une augmentation de la libération du calcium osseux et donc le travail de la PTH, d'accord, et une meilleure réponse osseuse, sollicitation hormonale, ça veut dire toujours les récepteurs à la PTH. Donc, c'est ça le but. Le but c'était de faire travailler la PTH et d'avoir du calcium mobilisé pendant le tarissement. Voilà quelques sels anioniques et leur valeur BACA en milli-équivalent par kilogramme de matière sèche. Donc, le sulfate d'ammonium qui a un BACA de moins 15, le sulfate de calcium qui a un BACA de moins 11, sulfate de magnésium qui a un BACA de moins 8,1, chlorure d'ammonium qui est le plus intéressant, endo moins 18,7, le chlorure de calcium c'est 13,6 et le chlorure de magnésium qui a le moins 9,8. On avait parlé des sulfates malgré leur BACA qui était plus ou moins intéressant, le moins 15, le moins 11 pour le sulfate d'ammonium et le sulfate de calcium. Mais les sulfates avaient un petit défaut, c'est qu'en incorporant des sulfates au niveau de l'alimentation, l'appétabilité de cet aliment diminuait. Et donc, l'animal ne pouvait pas prendre la matière sèche voulue pour sa productivité ou pour l'état dans lequel il se situe. Donc, sulfate, indigeste, inappétant, et donc ils sont rarement utilisés. Par contre, les chlorures, essentiellement le chlorure d'ammonium, c'est le plus important, et le chlorure d'ammonium, il sera incorporé dans le concentré sous forme d'agent anionique. Voilà, ça c'était pour l'incorporation d'un agent anionique pour provoquer un BACA négatif pendant le tarissement. Le BACA négatif était très très important pour le travail de la PTH en provoquant une légère acidose métabolique et une fuite calcique avec une réponse à la PTH qui était quasi permanente pendant le tarissement. Avec bien sûr une petite remarque que ce régime anionique, donc à base de chlorure d'ammonium ou autre agent anionique, il doit s'arrêter au moment du velage. Parce que après le velage, nous avons besoin d'un régime d'un BACA positif et non pas d'un BACA négatif. Donc, ce régime, il sera indiqué surtout pendant le tarissement, essentiellement pendant la phase de tarissement. La phase de tarissement, c'est-à-dire avant les 20 derniers jours de la période de transition. Donc, il faut faire très très attention. Ce régime anionique, il doit s'arrêter dès le velage. Donc, quels sont les bienfaits d'un régime anionique? Les régimes anioniques entraînaient un appel du calcium osseux, c'est ce qu'on avait dit, donc en favorisant le travail de la PTH.
D'accord? Et on va voir donc une PTH qui va être fonctionnelle lorsqu'on aura besoin de cette PTH. Alors, ce régime peut être envisagé dès 3 semaines avant la date prévue du velage, comme on l'avait dit. Certains aliments doivent être évités pendant la période de tarissement car ils rendent le BACA positif. Là, il faut faire très attention. D'accord? Même si vous utilisez un régime anionique et vous donnez certains aliments qui sont riches en potassium ou en calcium, ils vont rendre le BACA positif. Donc, pour maintenir ce régime anionique, il faut éviter que les vaches taries soient nourries avec ce type d'aliments. Quels sont ces aliments? Ce sont les légumineuses qui sont riches en calcium et en potassium. Et vous savez que le calcium, il va entraîner automatiquement une hypercalcémie au niveau du sang. Et donc, l'hypercalcémie va ne pas permettre le travail de la PTH. Au contraire, elle va inhiber la PTH. Le potassium est un cation et qui va entraîner l'augmentation du BACA. Et donc, il va favoriser une alcalose métabolique et non pas une acidose métabolique. Cette alcalose métabolique va entraîner automatiquement une déformation des récepteurs à la PTH. Et donc, la PTH ne pouvant pas travailler avec ces récepteurs, elle ne sera pas fonctionnelle. Et quand on aura besoin de cette PTH, elle ne sera pas là. Donc, les légumineuses riches en calcium et en potassium, l'herbe des prairies fertilisées. Donc, il faut faire très attention à ne pas donner de l'herbe des prairies aux animaux qui sont taris. D'accord? L'ensilage d'herbe, kiff, parce que tout ça, c'est sa richesse en potassium. Sa richesse en potassium, l'herbe. Potassium. D'accord? Le bicarbonate de sodium, il faut l'éviter aussi, et le sel. Donc, tout ça, tous ces aliments doivent être évités pendant le tarissement parce qu'elles augmentent le bilan cation-anion de la ration et donc tendance vers l'alcalose métabolique et la PTH ne peut pas travailler. Donc, il faut faire très attention pour ces différents aliments. Maintenant, quels sont les moyens pour essayer de contrôler le maintien de ce régime anionique? Comment on peut savoir si ce régime anionique est bon ou il n'est pas bon, ou il faut rajouter, il faut augmenter la quantité d'agents anioniques? Comment? C'est en mesurant le pH urinaire. D'accord? 3 situations peuvent être rencontrées. Soit des valeurs normales du pH urinaire, et là le risque de fièvre de lait persiste. Pourquoi? Si la valeur normale du pH urinaire qui se situe entre 7 et 8, ça veut dire que l'acidification du sang n'a pas été optimisée. Et donc, si l'acidose métabolique ne s'est pas installée, automatiquement, ça veut dire que le régime anionique n'a pas fait son travail. Donc, il faut rajouter, soit il faut revoir la quantité, ou bien il faut revoir l'agent anionique qui a été utilisé. Donc, devant des valeurs normales du pH urinaire, là, le risque de fièvre vitulaire va persister et donc revoir soit la quantité, soit l'agent anionique lui-même. Si le pH est entre 6 et 7, le niveau optimal d'acidose métabolique pour prévenir la fièvre de lait. Et c'est là, la valeur optimale pour savoir si notre régime anionique a fait son travail. Si le pH est entre 6 et 7, ça veut dire que le régime anionique, il a fait son travail. Il faut garder la quantité et le type d'agent anionique. Maintenant, si le pH descend et se situe entre 6 et 5, c'est une acidification excessive. C'est une acidification excessive. Et là, on risque des problèmes d'acidose métabolique plus graves qui peut entraîner des perturbations et des problèmes par la suite. Si l'acidification est excessive, il faut revoir, dans ce cas, surtout la quantité. Donc, il faut réduire la quantité de l'agent anionique. Donc, le suivi du pH urinaire est facile, peut être fait par l'éleveur lui-même, et donc c'est un paramètre qui nous permet de savoir si notre régime anionique, il est bon, oui ou non. Passons maintenant
à une chose très importante. Pourquoi je vous ai mis ce tableau? C'était un petit récapitulatif par rapport à l'état de l'hypocalcémie et de sa calcémie. Donc vous voyez que l'état normal il est caractérisé par une calcémie de 80 à 100 mg par litre. Maintenant, si la calcémie se situe entre 70 et 80 mg, là, j'attire votre attention. Vous voyez que sur les signes cliniques, il n'y a rien du tout. Alors que l'animal souffre de quelque chose. Il souffre de quoi? Il souffre d'une hypocalcémie subclinique. Et l'hypocalcémie subclinique, vous voyez que la calcémie se situe à la limite inférieure, 70 à 80. Sur le plan clinique, il n'y a rien. Mais sur le plan productivité, on va voir que la subclinique va entraîner des perturbations, surtout d'ordre fertilité, maladie et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'était une petite introduction pour vous parler un petit peu de l'hypocalcémie subclinique. Alors, l'hypocalcémie subclinique existe lorsque la calcémie se situe entre 70 et 80 mg par litre. Sur le plan clinique, comme on l'a vu avec les stades 1, stade 2, stade 3, il n'y a rien. D'accord? Parce que le stade 1, il commence lorsque la calcémie est entre 55 et 75 mg par litre. Il est caractérisé par quoi? Par une répugnance à se déplacer, à se lever, raideur, fasciculation musculaire, anorexie et apathie. Le stade 2, c'est entre 35 et 65. Et là, ça commence le décubitus, la tachycardie, tendance à l'hypothermie et l'atonie ruminale. Stade 3, c'est inférieur à 35 mg par litre. Là, c'est persistance, perte de conscience allant jusqu'au coma, météorisation ruminale marquée. Donc, vous voyez que à 55 que commencent les signes de l'hypocalcémie. Entre 55 et 80, il y a 70-80. Il y a là l'hypocalcémie subclinique qu'il ne faut pas négliger. On va voir maintenant quelles sont les conséquences d'une hypocalcémie subclinique. Donc, regardez ce petit schéma très intéressant. Donc, une hypocalcémie subclinique, qu'est-ce qu'elle va entraîner? On commence par là. Elle va entraîner un défaut de tonicité de l'utérus. Pourquoi? Parce que le calcium est nécessaire pour la contractibilité de l'utérus. Et donc, vous aurez des problèmes de dystocie au niveau de cet élevage. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de dystocie à un taux très élevé. Lorsque vous avez des dystocies à des taux très élevés, toujours pensez à un problème d'hypocalcémie subclinique. On aura aussi, à un degré moindre, une baisse de l'immunité, parce que le calcium joue un rôle très important comme cofacteur dans les réactions immunitaires. Et donc, nous allons avoir des problèmes de métrite et d'infection utérine. Maintenant, dans des élevages où il y a beaucoup de métrite ou d'infection utérine, pensez toujours à l'hypocalcémie subclinique. S'il y a une subclinique aussi, il y a une baisse de la fréquence et de la contractibilité ruminale, parce que le calcium joue un rôle dans les contractions ruminales, dans les cycles ruminaux. Donc, s'il y a une baisse de la fréquence de l'intensité des contractions ruminales, qu'est-ce qu'on aura? On aura baisse de l'ingestion. Et baisse de l'ingestion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner automatiquement une mobilisation accrue avec une accentuation de la néoglucogénèse, formant ce qu'on appelle des corps cétoniques. Donc, si vous avez des cétoses à répétition, pensez toujours à l'hypocalcémie subclinique. La baisse de la fréquence et de l'intensité des contractions ruminales, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner automatiquement une atonie de la caillette avec sa distension, la prédisposant pour les déplacements de la caillette à gauche. Donc, si vous avez dans des élevages une fréquence de déplacement de caillette qui est énorme, pensez à l'hypocalcémie subclinique. Autre chose provoquée par l'hypocalcémie subclinique, c'est la moindre fermeture du canal du treillant. Pourquoi? Parce que le canal du treillant à caractère musculaire, le calcium joue un rôle très important dans la fermeture de ces canaux. Donc, s'il y a moins de calcium, il y aura moins de fermeture du canal du treillant. Avec baisse de l'humidité, qu'est-ce qu'on aura? On aura des problèmes de mammites. Donc, si vous avez dans un élevage
une incidence de mammites très importante, très importante, pensez parmi les facteurs à l'hypocalcémie subclinique. Donc vous voyez que l'hypocalcémie subclinique est une entité à ne pas négliger. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.